Bonjour tout le monde, contente de vous voir aujourd'hui dans nos rencontres hebdomadaires qui habituellement sont le vendredi, mais que là spécialement on se voit le jeudi. Aujourd'hui, un sujet d'actualité sur l'intelligence artificielle. Quand on embarque là-dedans, c'est une grosse démarche, on se pose beaucoup de questions, ça fait peur, on a de la résistance. Alors, on a la chance d'avoir Benoît Brouillette, directeur général de LabPlace avec nous. Eux autres ont entamé l'implantation et tout ça, alors il va pouvoir nous parler de son expérience. Alors, bonjour Benoît. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Bien, toi? Excellent. Super. Fait que, écoute, ça va être le fun d'avoir des belles discussions. Je pense que le partage de ce que vous vivez chez La Place, ça va être intéressant. Autant pour ceux qui l'ont débuté que ceux qui ont encore peur peut-être de sauter là-dedans parce que c'est quand même une grosse bébite. Alors, peut-être juste en débutant, je commence pas mal tout le temps de la même manière. J'aime ça entendre la petite histoire d'entrepreneurs, des gens avec qui on jase comme ça. Fait que peut-être prendre le temps d'expliquer ton histoire et aussi un peu situer ton entreprise. Oui, tout à fait. Je vais essayer de faire rapidement sur mon histoire. J'ai eu un beau parcours international. Donc, rapidement, moi, j'ai fait mes études au HEC en affaires internationales et en marketing. J'avais juste avant fait des études en psychologie et à mon retour de l'international, j'ai également continué des études en microbiologie. J'étais voué à reprendre la compagnie familiale La Place, donc ça explique un petit peu le parcours particulier où est-ce que j'ai préféré avoir une approche plus large de la gestion que juste partir dans les chiffres. Mm-hmm. À la fin de à ma graduation, je suis parti 3 ans en Asie pour pouvoir faire du supply chain là-bas, comprendre un petit peu plus le Wild West chinois des affaires, Ouais. pour finalement commencer l'implantation de réseaux d'approvisionnement et de réseaux de distribution dans tout l'Asie-Pacifique avant de revenir dans l'entreprise. J'ai occupé différentes fonctions partant du simple vendeur que je n'ai pas trippé jusqu'à supervision de plancher, contrôle qualité, gestion de la production et maintenant directeur général depuis 3 ans. Ah. La place, pour situer un petit peu plus les gens pour comprendre ce qu'on fait, on est une entreprise manufacturière installée sur la rive sud de Montréal. On produit des solutions d'échantillonnage pour la détection de pathogènes, principalement utilisées dans l'industrie agroalimentaire. Ce que ça mange en hiver, c'est on fait des outils qui permettent de collecter tout au long de la chaîne de production et de transformation alimentaire des échantillons qui sont ramenés dans les laboratoires d'analyse pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination au E. coli, à la salmonellose, etc. La place a aujourd'hui 32 ans. On distribue dans 60 pays à l'international. 95% de nos ventes sont à l'extérieur du Canada, les États-Unis principalement, qui ont une énorme plateforme en food safety, mais on participe également à plusieurs d'autres domaines de la science comme le vétérinaire chez les grands animaux, le pharmaceutique, l'environnemental, la recherche et quelques autres, comme on est vraiment un outil très spécialisé. Mm-hmm. OK. Euh, Wow. Puis pour vous donner une porte un peu à la raison pourquoi est-ce que La Place est une entreprise aussi vouée dans le 4.0, c'est qu'on a un grand avantage compétitif. On est basé sur une technologie propriétaire. Nos lignes de production, on a environ une vingtaine de lignes de production. Ce sont tous des lignes qui ont été conçues et assemblées à l'interne, donc développées par nos équipes d'ingénierie. Elles sont uniques au monde. Ça nous fait une belle niche de marché et une belle barrière à l'entrée pour la compétition internationale, mais aussi ça nous rend entièrement maître de notre plancher de production, donc on a accès à tout les capteurs et le data qui peut en sortir. Ah, certain. Fait que c'est ça. Vous produisez vous-même, vous développez vous-même vos machines puis vos équipements. Fait que déjà, c'est très bon. Fait que déjà, on voit un entrée en matière au niveau de Oui. l'intelligence artificielle, hein, certainement. Écoute, je sais que tu es un super bon vulgarisateur, fait que ce serait le fun que tu nous expliques un peu c'est quoi l'intelligence artificielle, tu sais, plus dans tes mots à toi, moins des mots conceptuels et scientifiques. Je pense que ça va être le fun de ce partage. Je te laisse aller. Je veux bien essayer. L'intelligence artificielle, c'est vraiment pas très compliqué. Ce qui est compliqué de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on peut faire avec. L'intelligence artificielle, c'est simplement un moteur qui est capable de développer des tendances ou des courbes, des calculs mathématiques pour être capable de prédire l'avenir à travers un grand nombre de données. Donc, l'outil d'intelligence artificielle, c'est juste être capable de fournir un ensemble de données très, très large dans lequel on demande à un appareil, dépendamment des différents types d'algorithmes qu'on lui met, de venir nous donner une formule de tendance. C'est un peu comme sur Excel quand on vient faire un tableau de nuages de points puis qu'on demande à Excel de nous sortir une courbe de tendance. Ouais. C'est exactement la même chose, mais avec beaucoup plus de dimensions que les 2 dimensions qu'on a accès dans Excel. OK.
OK. Bon, fait que déjà, ça met de la lumière un petit peu plus là-dessus. Dans le fond, tu le disais tout à l'heure, vous produisez, vous développez vous-même vos machines, vos équipements. Alors, je présume que c'est ce qui vous a débuté, dans le fond, ce qui vous a lancé dans cette implantation-là. À être très honnête, pas entièrement. OK. La véritable porte d'entrée vers l'intelligence artificielle a été la valorisation de la donnée dans l'entreprise. Ça a commencé quand j'étais au contrôle qualité à l'époque. On avait commencé l'implantation de rapports de production intégrés sur le plancher, ce qu'on appelle la donnée intégrée, ou certaines personnes vont reconnaître comme étant le fameux MES. On avait un projet à l'époque, comme j'ai expliqué, je revenais de Chine et ma mère a eu la mauvaise idée d'installer mon bureau juste à côté de celui du programmeur en me donnant les responsabilités du contrôle qualité. À l'époque, j'étais quelqu'un je suis toujours assez paresseux, puis pas quelqu'un qui aime beaucoup entrer les données puis avoir des systèmes hard-codés, vraiment statiques. J'aime beaucoup le dynamisme de l'informatique. Et j'avais eu l'expérience avec toute l'innovation puis la facilité de la technologie en Asie. Donc, rapidement, je me suis retourné vers notre programmeur en chef, puis je lui ai dit, à la place que j'ai besoin de recevoir des rapports papier continuellement de mes contrôleurs de qualité, que je dois re-rentrer dans un tableau Excel, que je rentre la ligne, j'essaie de se comprendre ce que la personne a écrit, qui n'est pas nécessairement lettré, que je prends cette information-là, que je fais mon tableur, que j'attends un audit ou une question, puis après ça, j'espère être capable de retrouver ma donnée là-dedans, puis que je l'ai bien rentrée. C'était quelque chose d'extrêmement pénible, c'était de la double entrée de données, c'était de la perte de temps, fait que je ne tripais pas. Puis c'est là que j'ai demandé au programmeur qui était assis à côté de moi, Pascal, Pascal, serais-tu capable de me développer un simple formulaire qui serait capable de prendre la donnée puis me la rentrer dans Excel automatique? On branche ça sur des tablettes que j'appelle des cheat pads. Fait que je ne veux pas un iPad à 800$. On est capable de trouver des petites tablettes Windows sur Internet à 120$. On prend ça, on équipe nos joueurs, puis je vais me sauver une grosse étape de suivi. Puis on va être capable de commencer à rouler. Puis ça a vraiment été notre tout premier projet en données intégrées. Le même projet ensuite de ça explosé dans le temps, dans les dernières années. On a rajouté tout ce qui est le suivi de la production, tout le contrôle de la qualité, autant au niveau de la matière première que de la production. On a rajouté nos contrôles au laboratoire pour être capable d'avoir une donnée, une traçabilité. Toutes nos machines étaient rendues à produire en lot unique, donc avec une étiquette que j'étais capable de scanner et de suivre. Donc, on était capable d'attacher un WMS là-dedans, donc un Warehouse Managing System qui nous permettait de suivre la localisation dans notre entrepôt. Ça nous a permis d'avoir un outil de ship-out, de shipping, qui est capable de dire à mon opérateur, tes boîtes sont actuellement à tel endroit, mais comme notre produit était même lié avec le système de qualité, il faut dire, telle boîte, ne touche pas parce qu'elle est encore en test. Telle boîte, elle a un shelf life plus court, donc c'est elle que tu devrais envoyer. Donc, vraiment venir optimiser toute cette donnée-là via notre application de gestion qu'on appelle l'ABPIC. Donc, cette application de gestion qu'on a développée a vraiment permis de diminuer beaucoup d'erreurs de données, puis commencer à créer une valorisation de la donnée qui nous a amené dans un processus d'amélioration continue. Je m'explique. Sur les tablettes, normalement, sur un plancher de production, on veut savoir c'est quoi qui va mal. C'est généralement la machine qui fait chier le plus le monde. Mais est-ce que c'est vraiment elle qui coûte le plus cher? C'est difficile de distinguer le fait de l'émotion. Puis la machine qui a arrêté dans la dernière semaine va normalement être celle qu'on va corriger et non pas celle qui arrête une fois par semaine depuis 52 semaines parce qu'elle est moins saillante. C'est là où est-ce que d'avoir de l'information qui s'accumulait grâce à nos tableaux nous a amené dans un processus vraiment d'amélioration continue, puis vraiment identifier les endroits où est-ce que ça blessait. C'est vraiment ça qui a été le premier point qui nous a amené vers l'intelligence artificielle parce que, quelque chose que je dis souvent, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Donc, si tu as un problème qui se répond à l'intelligence artificielle, là, ça devient intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle. Si tu utilises l'intelligence artificielle pour le plaisir d'utiliser l'intelligence artificielle, tu vas avoir bien du fun. Mais ça va te coûter vraiment très cher pour rien, surtout considérant que c'est des projets de recherche et développement, donc souvent des projets dans lesquels on met le petit doigt puis le coude passe au tordeur parce que ça peut se développer puis se construire en des projets quand même assez monstres. Oui, qui deviennent dispendieux.
Donc, pour continuer un petit peu le cheminement de ce qui nous a amené vraiment vers l'intelligence artificielle, sur nos tablettes, on avait des outils qui nous permettaient de dénoter moindrement que la machine tombe en arrêt à cause qu'elle a un bris, qu'elle a un problème. Les opérateurs peuvent appuyer sur un bouton, dire arrêt, préciser le type d'arrêt, nous disant lequel module avait des problèmes. Ouais. Et à partir de là, nous, on est capable de construire des beaux tableaux à la fin de l'année, une fois par année, une fois par mois, ou peu importe à quel moment on veut les revoir. Comme maintenant, la donnée s'accumule automatiquement pour voir c'est lequel le problème qui me coûte le plus de temps sur mon plancher. Okay. On le sait tout, le 5S. Le but, ce n'est pas d'adresser la tâche qui te prend 2 heures une fois par année, c'est d'adresser la tâche qui te prend 2 secondes à tous les jours dans l'année. À 2 secondes tous les heures dans l'année. Ouais. À partir de là, on a commencé à être capable d'identifier c'était quoi vraiment les endroits qui faisaient mal. On s'est rendu compte que notre accumulateur de sac, qui est l'endroit où est-ce que nos outils d'échantillonnage sont mis en pile, à l'époque, on utilisait des méthodes très mécaniques de marteau coussiné, de jet d'air très artisanal. Puis ça jamais tout le temps là. C'est assez facile à réparer. Tu récupères les sacs, tu les remets en pile, la machine repart. C'est très court. Mais on s'est rendu compte que ça représentait des arrêts de presque 35 du temps sur notre production, ce qui est énorme. Ouais. Une fois qu'on a été capable d'identifier le nombre d'arrêts qu'on avait et ce que ça représentait, on a pu commencer à regarder à des solutions qu'on voulait implanter. C'est là que la robotique est arrivée. Installer un robot pour pouvoir faire du placement à cet endroit-là devenait très intéressant. Je ne suis pas naturellement un fan de la robotique parce que la robotique, c'est un mouvement qui est généralement assez complexe. Ça n'ira jamais aussi vite qu'une automation sur moteur roue, mais ça permet d'automatiser des mouvements quand même assez complexes. Okay. À ce moment-là, je voulais pousser mon équipe d'ingénierie à essayer de développer quelque chose qui me permettrait d'aller encore plus vite. Mais quand on a fait les chiffres, on s'est rendu compte que le fameux bras robot, ça me prenait 7 mois de retour sur investissement pour pouvoir le payer. Okay. Ça devient un petit peu ridicule de ne pas le faire, surtout à la valeur que ça a. Donc, assez rapidement, je dirais en moins de 18 mois, on s'est ramassé avec des robots sur toutes les machines. On a eu du 2 axes jusqu'au 5 axes. On a commencé à avoir de la vision pour pouvoir faire du placement, bien utiliser nos robots. Fait que ça a bien roulé, puis on s'est ramassé avec à augmenter la capacité, le cerveau moteur sur nos machines pour être capable de gérer tous ces nouveaux outils-là. OK. Suite à quoi, on s'est rendu compte, puis à chaque fois, on identifie c'est quoi notre plus gros problème, puis on règle notre plus gros problème. On regarde c'est quoi notre nouveau plus gros problème, on règle notre nouveau problème. Mais à un moment donné, on se rend compte que notre plus gros problème n'est plus vraiment un gros problème. Ouais. Et à force de gérer, quand tu as géré ton 35 bien, ton 100 restant, c'est 65 du temps. On commençait à bien régler et avoir une bonne maturité sur les machines. Et on se questionnait un petit peu à savoir est-ce qu'on est au bon endroit, comment est-ce qu'on continue à développer, qu'est-ce qu'on fait. On arrivait dans les débuts de la crise de la main-d'œuvre qui a apparu il y a environ 1 an et demi. Là, c'était les questions de comment est-ce qu'on valorise l'emploi, comment est-ce qu'on s'assure qu'on est capable d'aller recruter. J'ai une technologie unique, je ne suis pas capable d'aller trouver des employés sur la rue qui sont formés sur mes machines. C'est extrêmement long à former. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on a des outils pour y arriver? Et comme vous pouvez le voir dans mon bureau, j'ai la chance d'avoir une belle petite fenêtre sur mon plancher de production. Ouais. Et un moment donné, je me tourne de bord, je regarde le plancher, je regarde ce qui se passe, puis je me rends compte qu'on a un énorme billet dans nos données. OK. Et c'est ce qui a vraiment ouvert la porte vers l'attribution d'intelligence artificielle. Je me suis rendu compte que mes machines ne sont pas connectées au niveau de mes rapports. Mes rapports sont générés par mes employés. Donc, c'est de la donnée rapportée, ce n'est pas de la donnée générée. Direct. La donnée rapportée a toujours le biais de celui qui la rapporte. Oui. C'est très rare quelqu'un qui est capable de se glisser en ligne qui va dire qu'il était en retard. Il se glisse en ligne et il n'en parle pas. C'est exactement ce qui se passait sur le plancher. Mes accumulateurs, une fois que mes piles sont faites, on accumule sur l'accumulateur plusieurs piles, puis mon employé qui a un contrôle de qualité à faire sur chaque outil d'échantillonnage vient vérifier chacun d'entre eux physiquement. Quand même une tâche qui est demandante, mais on se souvient, je vends à des entreprises qui font du food safety, du pharmaceutique. Pour moi, la qualité, c'est même pas pardonnable. Il n'y a personne qui dit dans mon marché que moi, je fais de la qualité. Si tu n'en fais pas, tu n'es pas dans le marché. Ça finit là. Donc, on a un gros... Mes employés sont très, très occupés ils rentrent la matière première sur la machine, ils s'assurent que la ligne de production fonctionne et ils vont faire le contrôle de la qualité du produit à la toute fin. Puis,
Ben, généralement, à cause de tout ce qu'ils ont à faire, ils n'arrivent peut-être pas à vider l'accumulateur avant qu'il se remplisse. Okay. Quand mon accumulateur se remplit, ma machine, elle arrête parce qu'elle ne veut pas sacrer des sacs, elle ne veut pas sacrer des solutions d'échantillonnage à terre. Mais lorsque ça arrive, mon opérateur qui revient à la machine fait juste reprendre des sacs, les vérifie, repart la machine. Il ne dit jamais au système comme quoi la machine a arrêté parce que pour lui, elle n'a jamais arrêté. Elle a arrêté parce qu'il était occupé et il revient. On est 100% occupé dans notre inefficacité. C'est très difficile de percevoir qu'on ne l'est pas. Mais moi, en voyant ça, je me rends compte que le véritable arrêt que j'ai sur mes machines en ce moment qui m'empêche d'obtenir mon taux de rendement global optimal, que je n'arrive pas à identifier avec mes capteurs, ce n'est plus ces petites choses-là que mes employés me rapportent, mais c'est cette grosse chose-là que mon employé ne me rapporte pas, qui est je n'ai pas assez de temps pour gérer toutes les méthodes de travail et les instructions qui sont mises autour de la machine. Ouais. Mais il ne dit pas, c'est sa job. Il est occupé à 100%, lui, il est content, il roule autour de la machine, puis il va chercher son maximum de production. Puis il y a un véritable effet élastique entre l'employé qui sait se concentrer pour ne pas arrêter l'accumulateur versus celui qui roule autour et qui va s'occuper de la matière première. Fait que j'ai des différences de production d'une ligne à l'autre, dépendamment de l'employé, assez importantes. C'est là qu'on s'est rendu compte, hey, j'ai 3 grands aspects autour de ma machine et c'est trop pour la vitesse à laquelle je suis rendu. Comment je fais pour diminuer la job de mes opérateurs autour de la machine pour vraiment les concentrer vers où il y a de la valeur ajoutée? Oui. Puis, en somme, c'est beaucoup plus d'en rentrer de la matière première parce que la machine, elle n'ira pas les chercher, faire l'emballage à la toute fin, puis s'assurer qu'elle n'arrête pas, que de faire le contrôle de la qualité sur mes produits, surtout que j'ai 32 ans d'historique sur qu'est-ce qu'une bonne qualité de produit. Donc, je devrais être capable d'en rentrer ça dans la machine. Et c'est là où est-ce que l'idée de l'intelligence artificielle est ressortie, de dire, est-ce que je peux déresponsabiliser mon opérateur d'une partie de ses actions de contrôle de la qualité sur mon machine pour ramener ça à un système qui va le faire à la place, qui fait que mon opérateur n'a plus besoin de regarder les piles, il fait juste les prendre et les mettre dans une boîte. Et même à un certain point, vu que maintenant, j'ai plus quelqu'un qui a besoin qui sert de goulot entre les deux, entre un produit qui est non inspecté et un produit qui est inspecté, comme tous les produits seraient maintenant inspectés, je pourrais même commencer à développer une mise en boîte automatique pour permettre à mon employé de ne plus s'occuper seulement d'une machine, mais s'occuper de la matière première et du safe-going de 1, 2, 3, peut-être même 4 lignes de production. Fait que là, je suis vraiment en train d'ajouter de la valeur par individu parce que je suis capable d'y enlever un des aspects qu'utilise grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un bon exemple de ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est venir reprendre des fonctions décisionnelles des individus parce qu'on a un bon contrôle de ça. Puis c'est souvent ce qu'on voit dans l'industrie au niveau de l'intelligence artificielle. Les plus grands projets qui sont utilisés, c'est dans les mines pour les calculs de où est-ce qu'on creuse. Ben, un AI a beaucoup plus de vitesse à gérer toute la donnée qui est fournie à l'analyste pour pouvoir donner une réponse. On le voit aussi dans les alumineries, dans les fonderies pour les calculs de température pour s'assurer qu'il y a un métal qui est bien à l'ensemble. C'est tout énormément de données qui viennent attaquer la qualité du traitement, où est-ce que l'intelligence artificielle a vraiment une belle place puis peut venir se positionner là, comme l'automation venait sauver l'utilisation manuelle des gens pour être capable d'augmenter le throughput par rapport à ta main-d'œuvre directe, comme la donnée intégrée te permet de ne plus avoir 4 points d'entrée puis des erreurs. Fait que toutes ces technologies-là viennent vraiment construire un univers numérique qui a de la valeur pour l'entreprise. Ça, c'est un petit peu notre histoire puis notre projet actuel en intelligence artificielle. Mais si les gens qui écoutent, ils écoutent pour l'intelligence artificielle, je voudrais dire, dans le coffre à outils de l'entrepreneur aujourd'hui, la quantité d'outils numériques qui existent, qui peuvent créer de la valeur, l'intelligence artificielle, c'est vraiment juste un petit volet. C'est le nouveau joujou de la gang. On en connaît des systèmes de juste ne pas avoir un ERP aujourd'hui, avoir de la donnée intégrée, collecter des rapports, être capable de donner rapidement de l'information à nos usagers pour les mettre en mode action, pour les sortir du mode analyse qui a une certaine valeur. Mais bon, jette définitivement pas autant de valeur que ton vendeur qui est au téléphone avec ton client. Tu devrais diminuer le plus possible son temps d'analyse pour faire le bon appel, pour le concentrer dans le bon appel, qui est vraiment là où est-ce que ton humain chaleureux a de la valeur.
Oui. Fait que, tu sais, en fait, j'entends déjà la question. Fait que tu viens de la, je m'en allais là. Tu sais, parce que je sais aussi qu'il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises qui étaient justement dans leur virage numérique, tu sais, en train de se positionner à mettre un ERP, à mettre un CRM, tu sais, dans chacune de leurs entreprises et tout ça. Fait que comment l'intelligence artificielle vient se greffer à tout ça? Parce que tu disais, il y a des, tu sais, de toute la notion de données en arrière. Fait que peut-être juste élaborer sur comment on voit l'intégration de tous ces systèmes-là. L'intelligence artificielle arrive uniquement dans un moment où est-ce qu'on a de la donnée disponible. C'est ça. Pour pouvoir, il existe deux grands champs à l'intelligence artificielle d'entraînement pour pouvoir créer notre algorithme qui nous permet ensuite de prendre des décisions. L'intelligence artificielle recrée cet algorithme-là. On a deux façons de donner, d'utiliser l'intelligence artificielle, soit en entraînement supervisé ou non supervisé. Dans le cas d'un entraînement supervisé, ça veut dire qu'on accompagne l'intelligence artificielle en lui fournissant des résultats. Donc, lui, il essaie de comprendre, OK, quand tout ça je passe, je suis bon. Quand tout ça je passe, je suis bon. Quand tout ça je passe, je ne suis pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé qui expliquerait pourquoi je ne suis pas bon? Ça, c'est du supervisé qui demande un certain nombre de données parce que tu vas avoir tous tes cas de figure pour permettre à ton système de bien comprendre la situation. Ou tu as le système non supervisé. Non supervisé, ça veut dire que je ne te dis pas si ça marche ne marche pas. Je te donne des millions de données puis essaie de comprendre. Vos petits-enfants, ça leur prend une couple d'années à apprendre à parler. C'est à peu près le même processus, mais il est supervisé, lui. Imaginez un non supervisé apprendre à parler tout seul dans une salle noire. C'est ça qu'on demande. La quantité de données pour y arriver est faramineuse. Le premier projet qui compte beaucoup plus pour l'entreprise et l'entrepreneur, c'est identifier où sont les données qui ont de la valeur chez lui, puis commencer à implanter une structure d'acquisition, de maintien et d'utilisation de cette donnée-là. Ouais. Je suis de ceux qui croient grandement que du BI, Intelligence BI, des tableaux, des KPI automatisés, calculés, vont donner beaucoup plus de valeur à votre entreprise, beaucoup plus rapidement en orientant vos gens que vous concentrer dans un projet d'intelligence artificielle. Ouais. Qui plus est, le KPI, la donnée intégrée, c'est une roue qui roule puis qui paye immédiatement. Dès que tu as une nouvelle donnée qui est bien affichée, elle amène des actions qui amènent à ramener un peu plus. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est long avant que ça repaye. Parce que tu dois créer ton algorithme. Puis une fois que tu as ton algorithme, tu peux l'utiliser, puis là, ça commence à te rapporter. Fait que quand je disais que tu as un projet de recherche et développement qui peut être très long, surtout si tu n'as pas toute ta donnée ou ta donnée n'a pas été construite de la bonne façon pour permettre à ton intelligence artificielle, bien, tu pars dans un projet pour ça. De l'autre côté, commencer à accumuler de la donnée, comme je disais, commencer à mettre des tablettes sur ton plancher, commencer à mettre des interfaces pour que les gens rendent l'information, s'assurer que l'information circule adéquatement. C'est vraiment là que, à mon avis, qui est la première étape qui amène les plus gros gains. Généralement, je dis, il y a j'ai 5 grands réflexes quand je parle de données intégrées qui me permettent de savoir à quel moment je pourrais en amener et qui rapportent de la valeur. Le premier point, c'est la donnée intégrée. On veut toujours éviter la double entrée, peu importe. Si j'ai un opérateur qui rentre une donnée qui est transférée à mon assistante de production, qui re-rentre la donnée, qui ensuite est retransférée de mon MRP vers mon ERP financier, bien, j'ai 3 endroits où est-ce que mon humain peut faire souffrir de dyscalculie, puis m'écrire un 8 à la place d'un 0, ou me mettre un 20 millions à la place d'un 20 000. Fait que ça, c'est des choses qui coûtent cher, qui sont extrêmement pénibles à gérer. Puis oui, des fois, tu as des erreurs que tu vas rattraper. Un 20 millions à la place d'un 20 000, c'est facile à voir dans ton système, il débalance. Mais un arrondi qui ne marche pas peut faire en sorte qu'on prenne des mauvaises décisions à la fin d'une année parce qu'il y a eu des mauvais chiffres qui sont entrés ou il y a eu des oublis humains, la fameuse filière 13. Fait que vraiment, la donnée intégrée vient nous régler ce problème-là. On essaie de rentrer la donnée le plus proche possible de sa publication. En production, on veut la récupérer grâce à une tablette. En vente, on veut la récupérer sur la facture, sur la vente, sur ton funnel client. Donc, vraiment avoir ta donnée le plus tôt possible. Ouais. Le deuxième aspect, éliminer les déplacements inutiles. Ton information, de nos jours, on y a accès hyper facilement sur nos téléphones. Fait qu'on se promène, je fais ma liste d'épicerie, j'ai une liste qui est mergée avec ma copine.
Donc, elle a des besoins toute la semaine, elle ne me les texte pas, elle les rentre sur la liste. Quand j'arrive à l'épicerie, je sors la liste, je l'ai déjà écrit devant les yeux. Je n'ai pas besoin de l'appeler, je n'ai pas besoin de m'en soucier, tout s'est fait automatiquement. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller la chercher. Quand mon gars à la logistique est obligé de venir en avant pour venir chercher la commande client pour savoir s'il doit mettre la bonne label, ben, ça il prend 3 minutes de se rendre au bureau. Il en profite pour se faire un café, il en profite pour parler à Ginette. Là, ça reprend 3 minutes pour retourner. En 10 minutes, il aurait géré 2 commandes. Ouais. Lui, il est sûr qu'il travaille fort. Il est 100% impliqué dans son inefficacité. Il s'est promené, il est allé la chercher, il a travaillé fort. Il a dû ramener la valeur qu'on veut de son poste. C'est pas un marcheur qu'on a engagé, c'est un agent logistique. C'est tout à fait ça. Okay. Diminuer les déplacements, c'est extrêmement important dans la donnée intégrée. L'autre, c'est diminuer les temps de recherche. Oui. Quand on se promène dans son entrepôt et qu'on sait qu'il y a 8 boîtes d'un tel produit qui ne sont pas à l'endroit qu'on pensait qu'ils étaient, parce que normalement, c'est là qu'on les met tous, mais le nouveau ne les a pas mis dans le bon racking au bon endroit parce qu'il n'a pas compris que c'est le bon produit. Je vais chercher pendant 40 minutes, puis ça, c'est un autre 40 minutes dans lequel je n'ai rien rapporté comme valeur. Tout à fait. Encore pour revenir, l'information, quand c'est suivi, quand c'est tracé, ça permet de diminuer ces temps de recherche-là. C'est du 5S pur et simple. C'est quand c'est mappé, ça va plus vite. On s'en va vers où il y a de la valeur plutôt que de travailler à valeur ajoutée, enlever les gaspillages. Tout à fait. L'un autre des aspects qui est important, selon moi, dans la donnée intégrée, c'est aussi le fait qu'on a accès à la donnée intégrée dès le début qu'on travaille. Ça nous assure une qualité du premier coup. Trop souvent, j'entends des problèmes au niveau des expéditions clients qu'on avait ici même à l'usine à cause des requis clients qui ne suivent pas. On traite une commande qui rentre avec un client attaché, on transforme ça en une job. La job est faite pour des inventaires, puis on prend une boîte qu'on a faite dans les inventaires, qu'on ramène sur une palette. Notre agent logistique va expédier une accumulation de boîtes, mais il a complètement oublié le fait qu'il y avait une commande avec des instructions au début parce qu'on l'a mal lié. Fait qu'on fait beaucoup d'efforts pour expédier en faisant des erreurs parce qu'on n'avait pas accès à l'information depuis le début. Si je commence à construire mon meuble IKEA sans regarder le plan, c'est le fun, puis c'est probablement ça que je fais tout le temps, mais je risque de le produire 3 fois, mon meuble IKEA, ou d'en inventer un. C'est pas exactement ce qu'on allait chercher. Parce qu'en fait, il te reste tout le temps 2-3 pièces que tu sais tout ce qui va. Oui, puis c'est toujours celle qui est utile qui va faire en sorte qu'elle résiste aux 200 livres que ce soit dessus. Et le dernier point qui est extrêmement important, selon moi, dans la donnée intégrée, c'est aussi dans le rôle que nos gens prennent. Le fait d'avoir une donnée intégrée nous permet de responsabiliser les gens au niveau du leadership de toute part de l'entreprise. Les gens sont capables de savoir c'est quoi leur prochaine action qui va avoir de la valeur, sont capables de savoir ce qui s'en vient, sont capables eux-mêmes, même à une certaine limite lorsqu'on l'a, de savoir si ce qu'ils ont fait a rapporté de la valeur ou a coûté de la valeur à l'entreprise et de se responsabiliser eux-mêmes face à ça parce qu'ils savent que s'ils coûtent de la valeur, à un moment donné, ils n'ont pas besoin d'avoir 4 rencontres disciplinaires de suivi. Le KPI leur dit qu'ils ne sont pas à la bonne place. Ce que ça permet, c'est ça permet le leadership partagé de nos individus, mais ça permet aussi de prendre nos gens qui sont en coordination, nos superviseurs, de les faire changer d'un mode d'instructeur, de police, à un mode vraiment d'agent d'amélioration continue. Facilitateur, oui. Une grande partie du temps des superviseurs, je vais prendre le superviseur de construction de chantier comme exemple, c'est le foreman qui court en arrière et qui s'assure que ces gars sont sur la bonne job au bon moment, qui n'est pas caché aux toilettes en train de jouer à Candy Crush. Ça demande beaucoup de contrôle pour essayer de responsabiliser. Cette personne-là a, dans les faits, 0 valeur sur votre plancher de production ou dans votre chantier de construction. Elle est juste là à s'assurer que les autres gens rapportent la valeur qu'elle devrait rapporter. Ouais. Quand que votre superviseur est en mode d'instruction continuellement, oui, il y a de la formation à donner aux nouveaux, c'est normal, mais là, il est en train d'apprendre à pêcher aux gens. Mais quand il continue à faire ça avec ton employé, que ça fait 15 ans qu'il est sur ton plancher, il y a beaucoup d'argent perdu de ce côté-là, quand au contraire, il pourrait être en recul, à s'assurer que ça fonctionne, à gérer les feux comme il devrait le faire, mais à regarder des meilleures façons continuellement pour aller sauver la fameuse seconde qui me permettrait d'augmenter mon bénéfice à la fin de l'année. Ça, c'est la grande utilisation d'un superviseur. C'est lui qui est là, qui la voit la tâche, c'est lui qui a les meilleures idées sur comment l'améliorer.
quand on le force à être en instruction et en disciplinaire tout le temps, on lui empêche cette capacité-là de devenir quelqu'un qui suit et qui essaie d'améliorer la journée des joueurs et la rentabilité de l'entreprise. Oui, OK. Super intéressant. Wow! Écoute, tu es un invité super génial. Tu es parti, puis tu as fait le tour. Écoute, c'est super intéressant. Écoute, il y a un élément que je pense que tu as abordé qui est aussi primordial, puis j'aimerais ça y revenir. Souvent, les gens, quand ils parlent d'intelligence artificielle, ils ont le réflexe de penser que les gens vont devenir démotivés ou qu'on va couper des jobs. Fait que j'aimerais ça, justement, tu sais, je veux dire, toi, tu as amené une culture qui est différente. Fait que j'aimerais ça en même temps que tu puisses justement enrayer toute cette perception-là. Je dirais, il y a toujours une grande différence entre la petite moyenne entreprise et la très grande entreprise. Mm-hmm. Si je me retournais de bord, c'est absolument pas ça qu'on a fait, là, mais si je me retournais de bord et je décidais d'implanter une machine qui fait toute la job en elle-même, puis sur laquelle je ne ramène aucune valeur ou aucun avantage pour mon employé sur un plancher de production de moyenne entreprise. Je n'ai pas assez d'argent pour le faire sur mes 25 lignes. Il faut que je le fasse sur une première à la fois. Les autres lignes vont rapidement voir que ça ne se passera pas. Puis le réflexe que je vais avoir, c'est un syndicat qui va venir me bloquer complètement. Je ne peux pas avancer de façon drastique comme ça et c'est impossible de le penser. Si on se lance là-dedans, c'est des changements majeurs. Fait que c'est une réalité qui n'existe pas dans la moyenne entreprise. C'est des peurs qu'on voit à cause des très grandes entreprises qui décident de faire de l'implantation massive technologique. Après, je n'ai jamais compris c'est quoi l'idée de prendre un employé qui est formé, mobilisé, qui sait faire la job, qui est flexible. Le gars, il est sur ton plancher, il a appris, il est capable de continuer à apprendre. Puis toi, tu vas le sortir parce que tu as rentré une machine. Tu vas aller recruter quelqu'un d'autre pour y apprendre la nouvelle job à faire à côté de la machine. Il n'est pas mobilisé, il n'est pas formé, il ne connaît pas ta culture. Juste parce que tu es à la place de bonifier l'emploi de l'individu, tu veux faire une mise à pied pour entrer une technologie. Ça ne se fait pas non plus. Ça ne devrait pas se faire. Chez nous, on a dès le début pris l'engagement. J'ai pris l'engagement dès que je suis arrivé. Je suis un techno-passionné. C'était sûr qu'il y allait avoir un paquet de canifs technologiques qui allaient rentrer dans l'entreprise. Pour moi, c'est mon petit dada. C'est ce que je trouve qui amène, qui supporte le mieux la valeur dans l'entreprise. C'était sûr que ça allait arriver. Puis je pense que ça s'est senti quand j'ai mis les pieds dans l'entreprise aussi. Et c'est là que j'ai pris l'engagement avec mes employés que jamais personne ne va perdre sa job à cause de la technologie. J'ai des gens motivés. Moi, j'ai une équipe avant d'avoir des employés. Puis c'est l'équipe que je veux préserver parce que même si j'ai 3 employés sur mon plancher qui sont rendus que leur job a été pris par une machine, je suis sûr que je vais trouver de la valeur pour eux autres. Je suis sûr que je vais rentrer dans un mode de croissance. Puis c'est ma responsabilité et ma créativité à moi, en tant qu'entrepreneur, d'aller l'utiliser parce que je lui ai accès à cette valeur-là. Il y a 6 mois, je vous aurais dit, on fait des mises à pied. Tout le monde m'aurait shaké en disant, mais il y a des manques de personnel, tu veux les garder et autres. Mais il y a 5 ans à l'université, c'est ça qu'on m'apprenait. Tu rentres de la machine, tu sors du monde. C'est pas comme ça, la vraie vie. On est en croissance continue, on est en dynamisme. Ces gens-là, on les prend, on repart un mode projet. Ici, ce qu'on veut faire avec notre intelligence artificielle, c'est je vais l'implanter sur une machine. Cet individu-là va se concentrer sur de la valeur ajoutée. Les gens vont voir qu'il y a une aisance à faire sa job maintenant. Ils vont être intéressés à le voir. On va pouvoir découpler cette technologie-là sur mon nombre de machines. Puis, comme je vous ai dit, passer d'un employé à une ligne à un employé à 2, 3 et 4 lignes, je peux augmenter mon nombre de lignes, augmenter ma part marché parce que ma technologie m'a permis de diminuer mon prix et aller me repositionner. Ça, c'est un processus de croissance qui fait du bon sens, qui accompagne mes gens avec la technologie que je viens implanter. Ma technologie, c'est un outil, c'est pas mon équipe. C'est difficile de gérer des gens, c'est souvent la partie de la garderie, mais la plus belle valeur que vous avez dans votre entreprise, c'est vos gens, c'est eux qui créent l'ADN, c'est eux qui donnent le côté vibrant de votre entreprise. Sortez tout le monde, mettez une machine, vous allez mourir. Il n'y a plus cette relation-là avec votre marché. C'est eux qui gardent le savoir, puis c'est eux qui vont générer aussi les prochains projets technologiques que vous allez pouvoir implanter. Fait que vous êtes mieux de maintenir aussi leur confiance quand vous le faites. Fait que donc, tu sais, à travers, c'est super intéressant parce qu'à travers tout ce que vous avez mis en place, à travers l'intelligence artificielle, puis le développement de vos propres machines et équipements et tout ça, tu sais, là, vous êtes assuré d'avoir quand même une exécution sans faille. On s'entend, tu sais, un pas vers il n'y a jamais sans faille
mais un peu vers là, puis en même temps de travailler sur une culture responsabilisante qui fait qu'à ce moment-là, on prend, tu parlais de leadership partagé tantôt, mais on prend les gens comme des adultes, comme des grands aussi, qui sont capables de faire d'autres choses que juste mettre des... Hein, on sait comment c'est une ligne d'assemblage ou whatever, là, fait que, mais c'est super intéressant. Je pense que peut-être que ça, c'est intéressant. Je sais que je sors du sujet un petit peu, mais je fais juste un clin d'œil justement à cette belle culture-là que tu es en train de mettre en place. Peut-être juste expliquer que, grosso modo, tu es en train de justement mettre en place le leadership partagé. Alors, peut-être juste parler un petit peu de ton expérience. Là, on travaille ensemble là-dessus, fait qu'en même temps, je plug, écoute, parce que je trouve que vous avez une belle culture qui vaut la peine de parler, fait que je te laisse aller là-dessus. Je veux mettre une petite mise en garde sur le leadership partagé parce que ceux qui font partie de différents groupes d'entrepreneurs au Québec, il y a eu beaucoup d'introductions de l'allocratie, qui est un type de leadership partagé, et des nouvelles pratiques. Puis on pousse beaucoup l'aplanissement de la hiérarchie en entreprise pour avoir des cercles de responsabilité et tout le monde porte des chapeaux. C'est pas ça le leadership partagé. Non. Ça, c'est une façon de construire ton entreprise. C'est comment est-ce que tu vas gérer la hiérarchie dans ton entreprise. Le leadership partagé, c'est t'assurer que tes individus ont les informations pour pouvoir prendre action, qu'ils ont une bonne compréhension de leur carré de sable, puis que ça ne revienne pas toujours à « chef, donne-moi ton accord si je peux le faire ». Ça te permet de responsabiliser. Ma toute première job que j'ai eue en Chine, justement, je me souviens bien, j'étais dans une situation avec un patron qui était très demandant et rapidement, je suis quelqu'un d'hyper innovant. Moi, tu me mets dans une position, je n'accomplirai pas juste la tâche, je vais naturellement regarder des meilleures façons de faire la tâche parce que je suis paresseux et je veux prendre le moins de temps possible pour le faire. Mais j'en suis arrivé dans un climat où est-ce que le boss me faisait peur ou me faisait regretter mes initiatives à un point même que je me concentrais plus à à faire mon exécution sans erreur que d'essayer des nouveaux coups. Ce que ça faisait, c'est oui, je faisais du sans erreur, mais l'entreprise évoluait plus. Je ne développais plus rien. C'est important d'accompagner l'erreur, c'est important d'accompagner les gens pour ramener leurs initiatives et créer une structure dans laquelle on peut supporter l'initiative. Puis on n'est pas les premiers à le dire. On parle de leadership partagé. Au Japon, ils parlaient de Kaizen, d'implication des individus du bas jusqu'au haut de l'entreprise. C'est la même chose, ça sera toujours la même chose. On est des micro-sociétés humaines, puis on oublie souvent que notre employé de plancher, ben, il fait un salaire de misère ou moindre. Il est monoparental, il a trois enfants, il envoie ces enfants-là à l'université. Cette personne-là est capable de mieux gérer un budget que la plupart de mes gens dans les bureaux. Donnons-leur une chance de se responsabiliser, de comprendre plus, puis devenir aller chercher une réussite personnelle. L'amélioration continue, ce n'est pas juste un concept procédural ou d'équipement, c'est aussi un concept d'individu. Si vos individus sortent de chez vous meilleurs que quand ils sont rentrés, ben, tu deviens un petit peu comme l'école, tu crées une culture, ces gens-là vont te référer, ils vont devenir des ambassadeurs. Être capable de donner une bonne expérience dans laquelle on fait grandir les gens, on les instruit, puis on les amène ailleurs. Ben, comme je vous ai dit, une entreprise est faite par ces individus. Fait que si tu prends le groupe d'individus puis tu l'élèves, ben, l'entreprise va suivre. Donc, et c'est là qu'on attache le leadership partagé chez La Place, c'est être capable d'aller ramener cette notion-là que tout le monde peut partager à développer le business model. Tout le monde a un impact sur la rentabilité et notre capacité à développer des projets et tout le monde a une responsabilité sur les tâches qu'ils exécutent parce que ce n'est pas un gestionnaire qui occupe la tâche à 100% du temps qui va voir les meilleurs points et les irritants. C'est eux qui doivent le voir. Et il doit y avoir un canal de communication qui permet ces échanges-là pour être capable d'être en amélioration continue. Puis ça passe par un leadership partagé. Après, à l'intérieur de l'entreprise, on a plein de différentes techniques, tant dans un plan de communication, dans de l'accompagnement d'individus qui mènent jusque-là. Et on n'y sera jamais entièrement rendu. C'est une culture qu'on crée. Donc, c'est plein d'effets de culture qu'on doit mettre en place pour que l'individu soit rassuré, qu'il soit suivi,
puis qui ose demander ou qui ose s'interjecter quand la direction est en train de partir sur une chire de singe puis de vouloir développer quelque chose, quand lui, il sait très bien sur son plancher que ça va avoir un impact majeur. Puis il faut qu'on prenne le temps d'écouter, bien entendu. Ben oui. Écoute, super intéressant. Fait que, tu sais, bon, tu sais, beau de bien élaborer sur l'intelligence artificielle, tu sais, je trouve ça intéressant. Le lien aussi avec ERP, MRP, tu sais, surtout dans la gestion de données et tout ça. Puis, tu sais, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en plus, tu as fait le lien avec le fait qu'on peut avoir une belle culture responsabilisante qui n'amène pas une résistance nécessairement chez nos employés. Au contraire, qu'on leur donne de l'imputabilité puis de l'autonomie dans ce qu'ils font et tout ça. Fait que, écoute, c'est vraiment génial. Écoute, on a fait un beau tour d'horizon. Moi, j'aimerais ça voir avec toi, tu sais, un peu comme mot de la fin. Peut-être, qu'est-ce que ce serait ton message, dans le fond, aux autres entrepreneurs, parce que, tu sais, c'est souvent les entrepreneurs qui nous écoutent et tout ça, puis qui ont l'intérêt d'embarquer justement dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme premier conseil là, pour qu'ils puissent, à ce point-là, commencer leur démarche d'implantation? Je pense le premier commentaire que je dirais, c'est surtout à tous ceux qui ne pensent pas que c'est important. Ah, c'est bon ça. À tous ceux qui croient que ce n'est pas important, il y a depuis quelques années une belle mode pour comparer nos entreprises par rapport à celles de nos secteurs qui sont notre revenu par employé. Oui. Si tu calcules ton revenu par employé de ton employé si tu remplaces tous tes ordinateurs par des dactylos, tu essayais de faire ça, tu n'as pas le choix. À chaque fois que tu vas augmenter tes tâches, tu dois augmenter ton nombre de dactylos, ton nombre de gens. Mais évidemment, ta courbe de croissance est extrêmement lourde à supporter versus avec des systèmes informatiques. Je compare souvent avec Amazon. Si je prends le ratio de nombre de commandes rentrées chez Amazon par jour versus celles rentrées chez nous et le nombre de gens au service à la clientèle versus le nombre chez nous, ça n'a même pas rapport. On n'est pas ces mêmes eaux. Je serais incapable de gérer. J'aurais besoin de l'île de Montréal au complet en personnel pour être capable de gérer le nombre de commandes qui rentrent sur Amazon. Fait que nécessairement, la technologie vient m'assurer que j'ai une scalability qui me permet d'aller me positionner. Et aussi, aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel. Demain, ça va être une obligation. Tu ne pourras pas rentrer dans un marché où est-ce que le revenu moyen par employé est de 50 000 par semaine quand toi, avec tes outils, tu fais du 12 000 par semaine, tu ne seras jamais compétitif. Donc, nécessairement, la technologie, de la même façon que j'aimerais bien, s'il y en a qui veulent se prononcer, là, combien de gens parmi vous utilisent encore majoritairement le fax dans leurs entreprises ou le courrier? C'est le courriel, la téléphonie IP. Toutes ces choses-là sont rendues des obligations technologiques qu'on est obligé d'adhérer pour être capable de maintenir notre marché. Mais les autres technologies, c'est comme ça. Il y a une courbe d'adoption de la technologie qui fait que si tu es dans les early adopters, tu vas générer de la valeur avec. Si tu es dans les little late adopters, tu vas être capable de suivre la courbe et survivre. Si tu es dans les too late adopters, ben, tu es sorti, les gens ne veulent plus interagir avec toi. Je ne dis pas que je ne reçois plus de commandes par fax, là, ça m'arrive aussi, qui rentrent de l'Afrique, mais c'est un très petit pourcentage. Puis eux, ils sont pénibles quand je les reçois parce que je reçois le fax, puis il faut que je le rentre au complet dans la machine. Les autres, ils rentrent via une plateforme dans les DI, je ne la gère même pas. Les derniers, ben, ils rentrent par courriel, j'ai un OCR qui est lié et qui rentre dans la machine. Fait que j'ai c'est ce que je veux dire par il y a un avantage certain à la technologie que si on n'y adhère pas, on va manquer le bateau. Ça risque d'être le côté dommageable et même que si ça ne vous intéresse pas puis vous décidez de vendre vos entreprises aujourd'hui, ben, il y a une grosse partie du due diligence qui est un audit numérique pour savoir combien de temps ça va me prendre pour pouvoir implanter ta donnée pour que je sois capable de la comparer directement dans mon système sans avoir 14 petites pattes chez vous. Fait que c'est des choses qui vont venir d'évaluer votre entreprise si vous n'êtes pas rendu au moins à un niveau de up-to-date en technologie. Tout à fait. Finalement, pour encourager les gens qui veulent s'y lancer, parce que ce qui est sûr, c'est souvent on regarde ça et on se dit « What a monster! » C'est immense, ça a des pattes partout, c'est compliqué. Regardez votre entreprise. Votre entreprise, vous êtes parti, vous étiez tout seul sur une chaise dans votre sous-sol pour commencer ça. Et maintenant, vous êtes rendu à 12, 20, 50 000 employés. C'est rendu un monstre que les gens assis dans leur sous-sol se disent c'est inatteignable. La pratique, c'est
toujours la même chose, c'est du baby step. C'est ma première opération, c'est d'aller chercher une donnée intégrée. Votre devoir d'entrepreneur, c'est d'être visionnaire puis de dire un jour, mon usine va être gérée sur un iPad. Ça ne se rendra jamais là. Mais vous avez cette vision-là, puis vous faites des petits pas conséquemment pour vous y rendre. L'entreprise, j'ai commencé les tablettes il y a 7 ans. Donc, il y a 7 ans, on a commencé à collecter de la donnée avant qu'aujourd'hui, je sois rendu à toute la gérer et qu'on soit capable de solutionner des choses juste en disant qu'on va lier 2 colonnes. Ça nous a pris 7 ans de bien structurer notre donnée pour passer maître. Les gains ont été faits dès la première année. Les gains majeurs que tout le monde vous vend sont faits souvent un peu plus loin, mais il y en a dès le début. C'est dans les baby steps que vous allez aller chercher et c'est des petites bouchées. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Juste, je pense qu'au tout début de la crise, la plupart des entreprises qui ont été forcées de passer en télétravail ont du moins installé des systèmes de communication interne pour être capable de clavarder les uns les autres puis plus se déplacer. Mais déjà là, on commence à rentrer dans de la donnée intégrée qui diminue vos déplacements puis qui s'assure de la traçabilité. C'était tout simple, mais déjà là-dessus, vous commencez à accumuler de la donnée sur vos sujets via vos canaux de conversation. Ça, c'était déjà un premier baby step, puis ça a rapporté quelque chose qui va rendre opérationnel. C'est la même chose qui va se passer avec la plupart de vos projets technologiques. Oui, tout à fait. Ah, ben écoute, super intéressant. Écoute, on a eu les petits, ça a coupé un petit peu, mais c'est pas grave, je pense qu'on a l'essence quand même de ce que tu étais en train de dire, malheureusement. La technologie, des fois, elle nous rend les choses instables. Fait que, ben écoute, merci beaucoup de ton temps. Honnêtement, je crois que tu as bien vulgarisé les choses, bien expliqué. Même pour tous ceux qui ne connaissaient pas ça du tout, je pense qu'ils vont sortir de là avec une bonne idée. Et pour moi, c'est une fierté d'être avec vous et de vous accompagner là-dedans. Honnêtement, vous êtes avant-gardiste et vous vous amenez tout le temps vers l'excellence. Puis, ben écoute, justement, ça fait justement que vous êtes une belle entreprise qui continue à croître année après année. Fait que félicitations. Merci beaucoup, Benoît, pour ton temps. Merci infiniment, Stéphanie. Merci pour l'opportunité. Si je peux rajouter, comme vous avez vu, je vais très peu parler de l'entreprise ou quoi que ce soit. Je ne suis vraiment pas à essayer de vendre nos produits. On vend énormément à l'international et à l'extérieur du Canada. On touche très peu les entreprises locales et ce n'est pas mon intérêt. Pour moi, je l'ai dit, je suis un techno-passionné. Donc, si qui que ce soit qui écoute le Facebook Live a des questions ou aimerait ça prendre une bière pour changer de technologie, je suis un mordu et j'adorais. Donc, n'hésitez absolument pas à me contacter. C'est en discutant que je viens chercher toutes les nouvelles petites technologies qui apparaissent puis comment les rentrer. C'est comme ça qu'on devient innovant puis qu'on se laisse inspirer. Merci beaucoup pour l'opportunité, Stéphanie. Merci pour nos... Merci. Bye bye.